Bonjour. Alors pour ceux qui ont plus de 30 ans et qui ont en tête les soirées diapositives avec des petites diapositives ACFA, vous oubliez, c'est fini, c'est plus notre activité, on a gardé le nom. Le logo, on peut encore y croire un petit peu, mais pour tout le reste, on a changé. Nous sommes en France le premier ou le deuxième opérateur de système d'information de santé à destination hospitalière. Et en Europe, indiscutablement, nous sommes le premier avec toute une gamme de produits, une gamme assez large de produits. On fait bien évidemment du système d'information hospitalier. Nous sommes le plus gros opérateur en Europe, ça pour sûr, en matière de dossiers patients, avec quelques références dont la plus connue et peut-être la plus difficile aussi est le dossier patient de la PHP qui est en cours de déploiement. Nous sommes le leader européen dans le domaine des PACS, des réseaux d'images. Nous sommes, on a comme ça quelques compétences en matière d'informatique de santé. Allez, c'est fini pour parler d'ACFA. On va vous parler de l'hôpital numérique du futur. Alors, au départ, le thème, c'était l'hôpital numérique du futur. Et puis j'ai dit, en fait, il existe déjà. Il existe déjà, mais de manière complètement morcelée. C'est-à-dire que si on prenait toutes les applications numériques déployées dans tous les hôpitaux de France, on aurait probablement couvert le scope complet de ce que devrait être un hôpital numérique. On va voir, donc je vais vous emmener sur une petite balade pour vous montrer un certain nombre de choses qui existent. Passage, l'hôpital il évolue, hein, l'hôpital de Montbrison, qui est un client d'ACFA, CH du Haut-Forez maintenant, au Moyen-Âge et aujourd'hui. Alors, un hôpital, les hospitaliers détestent ce mot, mais c'est une usine. C'est une usine de production de soins avec à peu près 150 métiers différents pour réaliser l'ensemble du processus depuis la préadmission du patient jusqu'à sa sortie et éventuellement même son suivi une fois sorti de l'hôpital. Ces métiers sont fortement interdépendants et pourtant, leur système d'information est construit autour de silos. On ne se communique pas vraiment. Une image du patient au centre du système de santé, vous voyez, au centre du système de soins, ça peut aussi vouloir dire des gens qui ne communiquent pas véritablement, en tout cas pas avec leur système d'information. Et en fait, un hôpital, ça repose essentiellement sur des processus d'ajustement permanent, des tout petits ajustements, l'anesthésiste qui discute avec le chirurgien, la négociation pour modifier le planning de bloc, toute une série de choses qui aujourd'hui rendent difficile le pilotage de ces énormes usines que sont les hôpitaux. Et donc, mettre en place un hôpital numérique, ça veut dire d'abord fournir des solutions SI, mais ça veut dire aussi et surtout générer des modifications majeures sur les organisations. Et on va voir que souvent, la technique est plus en avance que les organisations. Avant de vous parler de belles choses, petit rappel, passer au numérique, ça génère des risques. Ce n'est pas un neutre d'être un hôpital entièrement numérique. Alors le premier risque, c'est le risque de perte de données. Ça n'arrive jamais en France, c'est bien connu. Mais par contre, la loi américaine oblige les établissements à faire des signalements détaillés de toutes leurs pertes de données. Alors en 2015, il y a 111 millions de dossiers patients qui sont partis dans la nature aux États-Unis, c'est-à-dire 35% de la population américaine. Voilà. Et puis ça va être renforcé, probablement, ce risque et les obligations liées à la couverture de ce risque par le règlement général sur la protection des données qui a été publié en avril dernier par la Commission européenne. Alors, deuxième risque sur un hôpital numérique, c'est de se faire kidnapper ses données. Alors ça non plus, c'est du fantasme, etc. Mais bon, aux États-Unis, au cours des 5 derniers mois, une demi-douzaine de cas significatifs d'établissements qui soit se sont fait pirater, soit ont dû arrêter complètement leur système d'information, le temps de remettre en route et de sécuriser. Alors là, encore une fois, en France, aucun cas documenté. Je pense qu'il y a Jérôme Duvernois qui est quelque part dans les parages de l'Asie. Vous pourrez peut-être lui demander s'il a plus d'informations. Il me semble qu'en tout cas, c'est un risque qu'il faudrait prendre un peu plus au sérieux. C'est très, très gênant de voir toutes ces données patients encryptées et inutilisables.
Et puis le troisième risque, c'est l'arrêt complet du dossier patient ou du système d'information en général. Ça non plus, ça n'arrive jamais, c'est bien connu. Alors c'est une procédure qui a été prévue quand même, ça, dans un cas qui a été prévu dans le programme Hôpital numérique, qui est une procédure dégradée. Voilà. Et ben en France, moi je connais au moins 3 cas d'arrêt complet d'un dossier patient, on ne citera pas les éditeurs, dans des établissements hospitalo-universitaires. Alors, quand on discute avec les acteurs, c'est très, très long et très, très pénible. Vous n'avez plus de biomédical. Donc, tous vos appareils qui sont connectés à votre dossier patient, ils tournent en roue libre. Vous n'avez plus la pancarte au pied du lit. Donc, vous ne connaissez pas les derniers paramètres biologiques, la température, etc., d'un patient, le temps que ça revienne. Et puis, de temps en temps, vous perdez des données aussi. Alors, le problème, c'est que ce n'est jamais la faute d'un seul acteur. Ça serait trop facile. On peut toujours incriminer, bien évidemment, les éditeurs, mais ça peut être aussi l'infrastructure réseau qui ne supporte pas, une surcharge, ça peut être des mauvaises manipulations. Bref, ça peut être toute une série de bonnes ou mauvaises raisons qui font qu'on se retrouve avec un acteur qui, de temps en temps, a des difficultés à assumer pleinement la responsabilité de la reprise d'activité. Parce que quand vous demandez à l'éditeur, quand vous vous tournez vers l'éditeur et que c'est le réseau interne qui a planté, l'éditeur, il ne peut pas faire grand-chose. Quand vous vous tournez vers le fournisseur de réseau et que c'est l'éditeur qui a planté, ce qui arrive aussi, le fournisseur de réseau ne peut pas faire grand-chose. Donc, avoir une vision complète de son système d'information, des sondes, et être capable de faire un diagnostic pour faciliter le retour à la normale, c'est quelque chose de difficile et de compliqué. Ça nécessite donc d'avoir un plan de continuité d'activité, comme on fait quand on n'a plus de dossier patient. Alors, il est décrit, il existe dans beaucoup d'hôpitaux, ce plan. Il n'a jamais été testé, en règle générale. Et c'est toujours une très mauvaise surprise de se retrouver sans système d'information pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, une journée, de temps en temps. Donc, aller vers l'hôpital numérique, c'est pas sans risque. Mais c'est quand même attractif, sinon on ne serait pas là en train d'en parler. Alors, le premier élément pour aller vers l'hôpital numérique, c'est déjà de dématérialiser le papier. Alors, deux axes principaux. Le premier, c'est l'axe administratif. C'est en route. Ça se fait au rythme hospitalier, tranquille. On a l'habitude que les projets prennent du temps, mais ça se fait. PESV2, protocole d'échange standard, version 2, qui simplifie les échanges entre l'hôpital et le comptable public. Chorus, qui dématérialise les factures. Il y a comme ça toute une série de programmes qui sont en cours d'implémentation. Ça avance bien. Sur la partie dossier patient, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'expériences de dématérialisation. Il y en a une à Saint-Lô qui a été réalisée. Alors, Saint-Lô, c'est 300 000 dossiers actifs, avec des pochettes qui contiennent tout, du papier, des films, toute une série de choses tout à fait passionnantes. C'est 600 mètres linéaires d'archives qui étaient supplémentaires, créés tous les ans. L'autre jour, il y a eu un appel d'offres au CHI du Rain-Simon-Fermeil. Ils ont 11 km linéaires d'archives au Rain-Simon-Fermeil. Ils veulent numériser tout ça, ça va être compliqué. Donc, ils sont partis sur une hypothèse qui était de dire on va prendre les 2 dernières années actives et puis derrière, on va numériser au fil de l'eau. Quand un patient arrive, on remonte son dossier des archives, on sélectionne les informations qui doivent être numérisées parce qu'elles sont importantes, on les numérise et puis ensuite on gèle le dossier d'archives. Il le remettait physiquement aux archives, mais il ne sert plus. Il ne doit plus jamais bouger ce dossier une fois qu'il a été numérisé. Ça marche très bien, ils sont très contents. Et en plus, ils font des économies. Le problème, c'est que quand on dématérialise, faire des scans, ça ne suffit pas. Il faut qu'on retrouve dans l'outil dématérialisé une ergonomie, une logique d'information qui soit compatible avec celle sur laquelle on travaille sur la partie purement numérique. Et donc, il faut qu'un dossier patient dématérialisé, il comporte la même arborescence. C'est-à-dire qu'on retrouve des séjours, qu'on retrouve des identifiants patients, qu'on retrouve des typologies d'actes et qu'on soit capable de classer ces informations, qui sont du PDF pour la plupart, de n'importe quelle façon, comme on le ferait dans le cadre d'un dossier patient. Puis, il faut qu'il soit interopérable, c'est-à-dire que si on veut considérer que des informations qui ont été numérisées, elles sont utiles,
il ne faut pas demander au praticien ou à l'infirmière de sortir de son dossier patient, de rentrer dans l'application de Démat pour aller chercher une information, pour essayer de ensuite faire le lien. Donc il faut qu'il soit interopérable de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse appeler le dossier patient depuis la solution de dématérialisation, et puis qu'on puisse appeler la solution de dématérialisation depuis le dossier patient. Il y a un contexte très favorable pour faire ça. Le premier élément, c'est la loi de santé. On a enfin le droit de détruire des archives qui ont été proprement numérisées. Il a fallu attendre 15 ans, mais ça y est, c'est dans la loi. Alors, il faut le décret encore, l'ordonnance. Mais on peut avancer. Élie, je te les donnerai, les slides. Vous pourrez les avoir hein, si vous voulez. On peut aujourd'hui avancer vraiment sur une logique d'économie de la dématérialisation à travers la suppression de ces archives papier. La dématérialisation, elle peut servir de backup à des dossiers patients informatisés. Je parlais tout à l'heure du ransomware. Aller bloquer un dossier patient avec un virus, c'est assez facile. Aller bloquer une base de données qui contient des documents PDF, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez. Donc on a des solutions, y compris des solutions qui permettent par exemple d'aller chercher toutes les 15 minutes la pancarte, c'est les informations au lit du patient, de les pousser dans l'archive dématérialisée, et puis au bout d'une demi-heure, de supprimer la pancarte N-2, et ainsi de suite, pour avoir une solution qui soit directement opérationnelle en termes de backup. Et puis, la troisième chose, c'est que si les dossiers patients sont aussi interopérables que les éditeurs le prétendent, on peut mettre une solution de dématérialisation dans un GHT, un groupement hospitalier de territoire, derrière plusieurs dossiers patients et avoir une seule solution de partage des informations, surtout quand ça respecte la structuration d'un dossier patient. Donc on peut partager de l'information à travers une application tierce dans des dossiers patients hétérogènes. Il n'y a rien de plus difficile que de faire parler en bilatéral un dossier patient avec un autre dossier patient. Mais un dossier patient avec une démat, un deuxième dossier patient avec une démat, c'est beaucoup plus facile. Donc on a ces trois contextes qui vont pousser fortement à la dématérialisation de l'information médicale dans les années qui viennent. Et puis le dernier élément, c'est qu'il y a un bilan économique favorable. Alors ça, c'est une étude qui a été faite par un groupe de cliniques en Allemagne sur un de ces établissements. Je vous la résume très rapidement. Le total des coûts papier annuels, 164 000 €. Le total de la digitalisation de l'information, 65 000 €. Donc il y a 100 000 € d'écart tous les ans. Alors ils l'ont fait sur... Pardon. Ils l'ont fait sur 3 ans avec une montée en charge progressive. Donc ils arrivent à un total d'économie sur 3 ans de 215 000 €, ce qui donne un ROI assez exceptionnel sur des solutions de ce type. Et en plus, ils ont gagné à peu près 50 000 € par an par leur capacité à traiter les retours des caisses d'assurance maladie et à renvoyer les bons documents. Donc ils font des économies. Ça marche bien. Et pour ceux qui en ont encore un doute là-dessus, le CHU d'Heidelberg, c'est le plus vieux CHU d'Europe. Ça, c'est la version moderne d'Heidelberg. Construit en 1336, je crois. Ils sont zéro papier. Eux, ça y est, ils y sont passés. Entièrement numérique, zéro papier. Ils ont 180 millions de documents numérisés. Vous voyez qu'on peut atteindre des tailles considérables sur un établissement qui doit avoir au total près de 3000 lits répartis sur plusieurs sites. Donc ça marche, la dématérialisation. Deuxième élément, c'est le dossier patient. Et quand on parle d'un dossier patient, de quoi on parle? On parle d'un patchwork de modules, plus ou moins bien intégrés selon les éditeurs. Mais globalement, hors chimiothérapie, qui est une application très spécifique, on retrouve 17 modules, peu ou prou, dans les différents dossiers patients. Et puis, c'est une offre fragmentée, puisque les 8 principaux acteurs du marché, ça représente 50% du marché en volume. Ça veut dire qu'il y a 50% du marché qui est fait avec des... Le 8e, il n'est pas très gros, donc avec des tout petits éditeurs. Et un tiers des CH, soit ne sont pas équipés, soit sont équipés avec des dossiers patients qui ont moins de 10 clients en France. Donc vous voyez, mais 10 clients, nous, on en a déployé 950, je crois, dans le monde. Vous voyez le rapport de taille. Donc le marché, il est fragmenté. Bon, à la limite, ça ne serait pas grave. Sauf que les éditeurs eux-mêmes, les gros, comme nous,
ne couvrons qu'au maximum 45% des différents modules. Donc, on couvre 50% du marché, et sur les 50% du marché qu'on couvre tous ensemble, les plus gros éditeurs, et dans ces gros, il y en a des petits, les plus gros éditeurs, on ne couvre dans les 50% du marché qu'on a que 50% des applications. Donc, vous voyez que ça donne des contraintes fortes d'intégration avec plein d'éditeurs de niveaux de maturité très inégaux. On a des gens qui font un travail extrêmement propre, respectueux des standards, et puis d'autres qui font des applications qui sont souvent très ergonomiques, mais qui ne sont pas toujours faciles à intégrer avec les autres, et surtout pas faciles à maintenir. Donc ces solutions métiers, elles sont souvent très appréciées des utilisateurs. Bah oui, elles ont été conçues par des gens, elles n'ont pas les contraintes de stabilité, de globalité, d'interface unifiée, d'un ERP complet. Donc elles sont très spécifiques. Elles favorisent bien évidemment ça favorise leur adoption par les professionnels de santé qui ne veulent surtout pas changer vers le gros machin, sauf que ça contribue à encore accroître la logique de silo du système d'information. Une maîtrise d'ouvrage insuffisante, c'est un euphémisme, quoi. C'est un euphémisme. Dans la moyenne d'effectifs dans une DSI d'un CH qui va être CH pivot, ça a été publié par la TIH, donc c'est intéressant, 17 personnes. Alors vous retirez ceux qui s'occupent du parc micro. Vous retirez ceux qui ont pris pendant trop longtemps l'habitude de la fonction publique hospitalière. Il y en a aussi. Et vous arrivez à des équipes qui sont... J'essaie d'être poli, hein. Et vous arrivez à des équipes qui sont toutes petites et qui sont sous-dotées, en plus. Donc il y a des vraies compétences à l'hôpital, hein, voilà. Mais il n'y en a pas assez par rapport aux besoins de l'hôpital, et notamment dans la problématique des GHT. Alors on se dit, bah, c'est pas grave, il y a des sociétés de conseil. Regardez l'écosystème autour, quoi. Les grandes sociétés de conseil, elles ont souvent un type qui est compétent en santé, et en règle générale, pas vraiment en système d'information hospitalier. Donc on va vers une situation qui va être difficile à gérer. Il y a une difficulté accrue par cette fragmentation, à ouvrir l'hôpital vers les autres acteurs de la chaîne de soins. On le voit bien, l'intégration entre l'hôpital et la ville ne se fait pas. Et puis, il y a un marché des pays en France qui est assez peu profitable. Les industriels, les grands industriels, perdent de l'argent sur le dossier patient. Donc, ça freine les investissements nécessaires pour arriver à fournir des solutions beaucoup plus larges. Alors, les workflows de l'hôpital. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais la question qui est posée à la dame, c'est « What seems to be the trouble today ?» Et tous les acteurs, les uns après les autres, posent la même question, et à la fin, elle dit « Mais ils devraient se parler les uns aux autres. » Alors, j'ai pris 3 exemples de workflow. La gestion dynamique des lits. Gérer un hôpital, c'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a des lits, il y a des ressources, etc. Et la question, c'est comme un avion, quoi. Un avion qui vole avec 75% de remplissage, il perd de l'argent. À 90%, il en gagne. Un hôpital, à 75%, il perd beaucoup d'argent. Et donc, il faut optimiser le taux d'occupation des lits et optimiser en même temps les ressources qu'on met autour. Il ne s'agit pas de laisser des gens longtemps dans des lits pour dire on a un taux de remplissage élevé. Donc, c'est un ajustement permanent. Il faut planifier l'occupation en amont. Planifier l'occupation en amont, ça veut dire connaître son taux d'occupation prévisionnel plusieurs semaines à l'avance, notamment par des préadmissions, par des consultations avancées qui vont générer du flux. C'est pas facile. Et puis, quand le patient arrive, il faut planifier sa sortie tout de suite. Il n'y a rien de pire qu'un patient qu'on attend, qu'on ne sait pas faire sortir parce qu'il n'y a personne pour le prendre en charge, parce qu'il n'y a pas de lit de soins de suite, parce que... Hein. Donc il faut mettre le rétro-planning détaillé de la prise en charge et puis planifier la sortie, soit vers du SSR, soit vers du domicile. Il faut gérer les impondérables en temps réel. Vous avez un patient que vous allez opérer pour un acte de chirurgie digestive, et puis il a déjà été opéré quelques mois ou quelques années avant, il a des adhérences. Donc vous faites de la chirurgie cœlioscopique, vous transformez ça en chirurgie laparotomique, donc vous ouvrez. Il va devoir rester 3 jours de plus que ce que vous avez prévu. Il faut le gérer. Donc, il faut renvoyer cette information dans le système pour être capable de faire un ajustement en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gérer de manière dynamique des lits, il faut gérer tout ça.
des consultations, des admissions du PMSI, des lits d'aval à travers le répertoire opérationnel des ressources, de la HAD, du transport et des logistiques internes et externes, des plannings des services, la gestion du bloc opératoire, les ressources humaines médicales et non médicales, et puis les consommables. Et il faut être capable d'intégrer tout ça, ce qui est compliqué, ce qui est vraiment aujourd'hui du travail compliqué. La gestion des médicaments. Alors la gestion du médicament, c'est quelque chose qui est un très très gros enjeu, parce que ça coûte très cher à l'hôpital et c'est cause d'événements indésirables. Donc, je vais vous passer une petite vidéo. La mise en place de cet automate repose sur deux critères, la mise en application de la réglementation et par ailleurs répondre au contrat de bon usage des médicaments qui nous est demandé par les instances. On nous demande de sécuriser le circuit du médicament qui va de la prescription jusqu'à l'administration par l'infirmière, en passant par la validation par le pharmacien. Nous recevons les prescriptions via le réseau informatique et ensuite nous considérons les posologies prescrites, les interactions médicamenteuses, nous mettons en relation les propriétés des médicaments avec les données physiopathologiques des patients grâce au dossier patient informatisé. Et ensuite nous donnons notre accord pour délivrer nominativement les médicaments. L'automate comprend 3 phases. Une première phase qui correspond au découpage des blisters. Ensuite, la deuxième phase, c'est la mise en sachet des découpes du blister. Et enfin, troisième étape, le stockage des doses unitaires ainsi réalisées. Donc l'automate est un automate d'une part de reconditionnement des médicaments en doses unitaires et d'autre part de dispensation nominative des médicaments. 80% des médicaments sont préparés par l'automate et 20% doivent être préparés manuellement. Donc ce sont les médicaments qui sont conservés par exemple au frigo, ou ce sont les médicaments qui sont trop volumineux pour être stockés dans l'automate, ou ce sont les poches de nutrition parentérale qui sont préparés en cueillette manuelle, donc c'est du picking manuel. Donc ce sont les préparateurs qui vont aller chercher ces médicaments de picking dans la pharmacie, donc ça peut être à la chambre froide, dans les stockeurs rotatifs, et ils vont préparer tous ces médicaments manuellement. Ensuite, donc, nous préparons un sachet nominatif avec les médicaments préparés par l'automate et les médicaments issus de la cueillette manuelle. Une phase de préparation d'un anneau qui est au nom du patient et qui comporte le traitement journalier du patient avec les prises séparées par tranche horaire entre le matin, le midi et le soir. Et ces médicaments sont livrés dans les services par un système de transport automatique lourd pour le traitement principal des patients. Et s'il y a une modification de posologie au cours de la journée, après l'heure de départ du transport automatique lourd, nous pouvons envoyer des médicaments rapidement dans les services par le biais d'un pneumatique. Les principaux bénéfices, c'est la sécurisation de la préparation de la prescription, puisque la littérature recense environ 10% d'erreurs médicamenteuses de la prescription jusqu'à l'administration. Donc au travers de cet automate et par voie de fait de la prescription informatisée, on sécurise la préparation de la prescription pour le patient. Là, j'ai réceptionné les médicaments, donc c'est sous forme d'anneaux. Et donc je suis au lit du patient et je vérifie et valide la dispensation des médicaments pour un patient donné. Alors ce type de matériel, c'est tout d'abord un gain de temps, puisque c'est du temps réel, et le gain, c'est la sécurité du médicament. On réceptionne et on donne, il n'y a pas d'intermédiaire. J'en profite pour remercier Nicole Hill d'Alcatel qui m'a gentiment fourni cette vidéo. Donc, vous voyez que l'enjeu important, 10% de réduction des erreurs dans un workflow, ça veut dire aussi, j'en reviens à la gestion dynamique des lits avant, quand on fait moins d'erreurs, on hospitalise les patients moins longtemps. Troisième élément, la biologie. Alors, j'ai pris l'exemple du CHU de Grenoble. Le CHU de Grenoble, il reçoit des patients qui lui sont envoyés de partout. Il réalise pour le compte de ces patients des examens de biologie, mais il délivre aussi des prescriptions de biologie qui sont réalisées en ville. Donc la question, c'est comment
on donne aux gens leurs résultats d'examen ou aux médecins les résultats d'examen de leurs patients et comment on récupère proprement les résultats d'examen qui sont réalisés en ville. Alors pour ça, on a déployé une application, c'est une des rares fois où je parle d'un produit ACFA qui s'appelle BioServer Advance, où on récupère les examens réalisés par tous les labos de ville, on les intègre dans le dossier patient, qui n'est pas le dossier patient Orbis, qui n'est pas le dossier patient d'ACFA. Je suis de Grenoble, c'est Crystalnet. Donc on intègre ça sous la forme d'un message HL7 avec la terminologie LO1 qui permet qui est une terminologie internationale des examens de biologie, et puis on pousse, selon la même modalité, les résultats des examens réalisés au CHU vers les logiciels des médecins de ville. Donc ça marche très bien, c'est une économie considérable et c'est une source d'erreurs évitées considérable aussi, puisque l'intégration se fait automatiquement. Les outils décisionnels. Les outils décisionnels, le décisionnel classique, la business intelligence classique, c'est quoi? C'est je récupère à partir des éléments de la chaîne administrative, essentiellement la gestion économique et financière et puis le PMSI, des indicateurs que je vais traiter. Il y a beaucoup de solutions, on en vend, mais on a plein d'autres sur le marché qui sont disponibles pour faire ça. Mais c'est des outils qui sont riches, mais qui sont un peu insuffisants par rapport aux problématiques des hospitaliers. Donc on a travaillé sur des outils de business analytics qui vont partir sur des données cliniques. Alors j'ai cité deux cas, notre solution, et puis le consortium international I2B2, qui a été déployé à partir d'Harvard, et qui ont pour vocation de traiter ces données, de traiter des données hétérogènes, de les mettre dans des entrepôts qui permettent de les partager, qui permettent de les restituer. Donc, très rapidement, pour les geeks, le modèle de l'entrepôt de données qui sert à ça. Et puis, pour les non-geeks, un petit rappel sur comment on mesure du temps opératoire. On a 4 concepts. Le temps conventionnel, c'est le temps disponible total pour réaliser une activité chirurgicale. Le temps de vacation offert, c'est le temps alloué pour réaliser cette activité chirurgicale. Le temps réel d'occupation des salles, c'est le temps dans lequel il y a une intervention chirurgicale dedans. Et puis, le temps de débordement, c'est tout ce qui se passe quand une activité déborde au-delà du temps de vacation offert. Donc, on cherche à mesurer ces indicateurs. Ça a été produit par l'AMEA puis la NAP il y a quelque temps. On le fait, et il y a eu beaucoup d'études, d'audits qui ont été faits sur ces indicateurs. La différence, c'est que le besoin, c'est un besoin de pilotage en temps réel. Donc, on va regarder en temps réel. Ce sont des vraies données d'une base de tests fournie par la PHP. On va regarder en temps réel quelle est la ventilation de ces différents temps, comment ça s'organise. On va chercher toujours en temps réel à savoir le temps non utilisé. Pourquoi il n'a pas été utilisé? Il y a 3 sources principales. La première, c'est on ne s'est pas réveillé le matin, on a démarré trop tardivement, ou l'anesthésiste n'était pas là, ou le patient n'était pas arrivé. Ça arrive aussi de temps en temps en chirurgie ambulatoire. Donc, démarrage tardif. Le temps inter-intervention, il faut nettoyer le bloc, notamment, qui est trop long, ou le brancardage, qui n'est pas opérationnel. Et puis, la fin précoce. L'intervention s'est finie avant, elle a été plus rapide que prévu, et on n'a pas suffisamment d'outils pour déclencher très rapidement l'intervention suivante. Donc, c'est ces éléments qu'il faut mesurer pour optimiser un bloc, parce qu'un bloc vide, ça coûte entre 800 et 1200 € de l'heure. Donc, plus vous l'optimisez à travers des outils de pilotage, et mieux vous vous portez. En résumé, on cherche à savoir jour par jour quel est l'écart entre le temps disponible en vert et le temps effectif en bleu. Plus l'écart est faible, et mieux on se porte. L'ambulatoire. Et j'ai presque fini. L'ambulatoire, deux objectifs dans l'ambulatoire, c'est améliorer le taux de chirurgie ambulatoire. Vous savez que le gouvernement a donné des objectifs aux établissements hospitaliers. Il n'y en a pas beaucoup qui les respectent, notamment dans le secteur public aujourd'hui. Donc en facilitant le workflow, augmenter le taux de chirurgie ambulatoire et puis améliorer en amont et en aval la prise en charge du patient. Alors, j'ai pris une application qui n'est toujours pas une application ACFA, qui s'appelle Ambulis, qui est déployée dans plusieurs groupes privés et publics,
Les bénéfices, vous allez voir une amélioration de la qualité perçue par le patient, un suivi personnalisé pour éviter les complications. Globalement, ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que quand on sort d'une opération, en règle générale, on a mal? Est-ce qu'on a un peu mal, beaucoup mal, énormément mal? Est-ce qu'il faut réhospitaliser le patient ou est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut le laisser à domicile? C'est ça tous les enjeux du suivi personnalisé. Donc diminuer le nombre de no-show, le patient qui ne se présente pas ou le patient qui se présente à 8 h du matin puis qui ne s'est pas lavé à la bétadine, comme on lui avait dit, auquel cas on ne peut pas l'opérer. Ou les reports d'intervention, diminuer le nombre de retours pour complications et puis alléger la charge de travail de l'équipe. Alors je vais vous montrer 2 petites vidéos de cette application. La première, c'est la vidéo patient. Le patient reçoit, c'est une application qui est disponible sur smartphone, donc il va s'activer à travers sa date de naissance et puis un numéro d'activation qui va lui être envoyé par SMS. Et cette application va porter la relation complète entre le patient et le service de chirurgie ambulatoire. Donc il reçoit son code de sécurité, ici. Radius, c'est le nom de la société qui développe ça. Le consentement éclairé du patient sur la chirambu, qui est obligatoire à gérer. Voilà. Et puis des informations sur son activité, des informations sur la façon dont il doit se préparer, la douche préopératoire par exemple, des informations sur l'établissement, puis des questionnaires, un questionnaire à J-1. Est-ce qu'il sait qu'il doit être à jeun avant l'intervention? Oui. Est-ce qu'il a tous les documents nécessaires pour sa prise en charge? Il va avoir son intervention, et puis en suivi, on va lui demander des choses simples. Est-ce qu'il a eu le genou? Est-ce qu'il peut tendre la jambe ou pas? Quelle est sa température? En l'occurrence, la température dans la pièce est très chaude ici. Est-ce qu'il a mal sur une échelle de douleur extrêmement simple? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir s'il est possible. Il faut que je l'arrête. On va savoir si on doit le réhospitaliser ou si on allège le suivi. Il faut savoir qu'une unité de chirurgie ambulatoire, c'est beaucoup de personnes qui sont en permanence au téléphone à appeler des patients pour s'assurer de toutes ces fonctions. S'assurer qu'il vient bien, s'assurer qu'il sait comment prendre sa douche, s'assurer qu'il n'a pas mal, s'assurer qu'il n'a pas de fièvre, s'assurer, etc., etc. Donc, si on peut alléger, on améliore le workflow. Et côté équipe, on a une interface qui est extrêmement simple, qui va suivre le péropératoire ou le préopératoire, le préopératoire ou le post-opératoire, excusez-moi, qui va mesurer rapidement le suivi et qui va définir des actions. Est-ce que le patient, il est bien informé? Est-ce qu'il se souvient bien de la date à laquelle il doit venir? Est-ce qu'il est bien préparé? Puis après, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il faut le réhospitaliser ou pas? Et qui va générer, à travers des règles qui sont entièrement paramétrables, des actions de type prise en charge. En conclusion, aujourd'hui, on dispose de plein d'outils. L'hôpital numérique, il existe virtuellement. Il faut récupérer tous ces outils, et il faut récupérer tous ces outils pour faire 3 choses. Il faut partager l'information et les ressources rares au sein de l'hôpital, entre établissements dans le cadre des GHT, entre les établissements et l'ambulatoire. Il faut piloter les activités de l'hôpital, c'est un enjeu économique. Dans les GHT, un hôpital, le périmètre d'une GHT, ça va être des structures à 1 milliard 200 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de budget. Donc des choses énormes pour lesquelles les outils de pilotage sont encore notoirement insuffisants. Puis il faut mutualiser les ressources IT avec les autres établissements partenaires ou la médecine de ville ou encore le domicile du patient. Dans un contexte qui est complexe, puisque la maîtrise d'ouvrage est faible, les moyens financiers sont limités, voire très limités, et les politiques publiques sont quelquefois difficiles à décrypter. On nous annonçait d'abord une unification des systèmes d'information au sein des GHT, puis on a parlé d'interopérabilité, et puis on dit mais on va voir, puis la convergence se fera au gré des opportunités maintenant dans la logique. Comment est-ce qu'on va avancer vers l'hôpital numérique ?
Pour nous, il faut commencer par optimiser l'existant autour d'un concept, d'un mot, d'un verbe, partager. C'est le premier élément. Il faut décloisonner les silos informatiques et les silos organisationnels de l'hôpital. Et puis, refuser les grands soirs. Je suis technophile, vous l'avez compris. Et pourtant, je ne crois pas à la révolution informatique du jour au lendemain. Il n'y aura pas de grand soir informatique. Il faut conduire le changement, c'est le mot important, en s'appuyant sur des petites victoires. Il faut offrir aux professionnels de santé, aux patients, des solutions qui améliorent la prise en charge, qui améliorent leur ressenti des outils et qui, comme ça, abaissent progressivement les barrières, les résistances au changement. Donc, tous les outils sont là. La techno, elle est disponible aujourd'hui. C'est plus un souci. On est tous, tout le monde, des éditeurs capables de vous fournir des solutions, que ce soit les gros éditeurs ou les petits éditeurs innovants qui gravitent et dont il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont présenté des choses. Donc, tout ce monde-là est prêt. La question maintenant, c'est comment on met en œuvre doucement, mais résolument, vers un objectif d'hôpital numérique. Il existe dans le monde des hôpitaux qui sont entièrement numériques. Ça marche. On le sait, donc maintenant, il faut faire. Et pour ça, il faut s'appuyer vraiment sur de la démonstration. Et je trouve que tout ce qui est montré ici est très utile dans ce sens. Je vous remercie.